Cette vidéo intègre une collaboration commerciale en fin de vidéo avec la banque en ligne Boursobank, la banque la moins chère. On vous en dit plus en fin de vidéo. L'attentat de Mulhouse samedi dernier a ravivé les tensions entre la France et l'Algérie qui font déjà face à une crise sans précédent depuis plusieurs mois. Alors comment en est-on arrivé là? Quelles mesures la France pourrait-elle prendre contre l'Algérie? Et inversement, que répond l'Algérie? Puisque évidemment dans ce genre de situation c'est aussi intéressant de voir les deux positions. On va donc essayer d'analyser tout cela. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Et au passage, je tiens à vous remercier pour vos retours suite aux vidéos qu'on a publiées hier depuis Washington, avec donc la rencontre entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Pour ceux qui ont loupé tout ça, rendez-vous sur notre compte Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Et puis au-delà de ça, on a prévu un format plus long avec donc les questions que j'ai posées à Donald Trump, les questions que j'ai posées aussi à Emmanuel Macron, mais aussi des réactions de différents partis politiques en France. L'objectif étant de mieux comprendre ce qui se joue en France, dans le monde, et plus précisément l'impact de l'élection de Trump sur l'Europe. Ce sera disponible cette semaine dès qu'on a fini le montage sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. On vous met le lien directement en description. Alors on en a déjà parlé ces derniers jours, on va revenir dans un instant sur l'attentat de Mulhouse en Alsace, mais revenons pour commencer sur les derniers événements qui ont contribué à accentuer les tensions entre la France et l'Algérie ces derniers mois. Le premier point de tension que l'on peut noter, il concerne le Sahara occidental. On parle là d'un territoire de 266 km² qui est peuplé d'environ 600 000 habitants et qui est situé entre le Maroc, la Mauritanie et l'Algérie. C'est un territoire qui aujourd'hui est globalement contrôlé et revendiqué par le Maroc, qui met en avant des liens historiques. Mais sur place, on retrouve aussi le Front Polisario, qui est un mouvement indépendantiste qui est soutenu aujourd'hui par l'Algérie. D'ailleurs, on peut noter que les tensions, elles ne sont pas nouvelles, puisqu'il y a eu un conflit armé entre le Maroc et le Front Polisario entre 1975 et 1991, date à laquelle un cessez-le-feu a été signé sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, le Maroc contrôle environ 80% du territoire et la question du statut du Sahara occidental reste en suspens, malgré donc des tentatives de médiation internationale. Alors je vous la fais courte, mais depuis de nombreuses années, le Maroc propose de donner une large autonomie au Sahara occidental, tout en faisant en sorte que le Sahara occidental soit sous la souveraineté du royaume du Maroc. Autrement dit, ça resterait un territoire marocain. Or, ces dernières années, on a vu deux mouvements importants que l'on peut noter. D'abord, du côté des États-Unis, fin 2020, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. Et ensuite, fin juillet dernier, Emmanuel Macron est allé là aussi dans le sens des États-Unis et dans le sens du Maroc, puisque le président français a annoncé qu'il soutenait le plan du Maroc sur le Sahara occidental. Et donc, ça mène à des tensions avec l'Algérie, parce qu'on l'a dit, il y a ce soutien au Front Polisario. Et l'Algérie avait notamment annoncé à l'époque le retrait immédiat de son ambassadeur à Paris. Bon, et au passage, tout ça n'est pas fini, puisque le président du Sénat, Gérard Larcher, est en visite officielle au Maroc depuis dimanche, et il s'est rendu ce mardi au Sahara occidental pour, je cite, refléter la nouvelle position de la France, selon laquelle le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Fin de citation. Autre affaire qui oppose la France et l'Algérie, c'est l'arrestation de l'auteur franco-algérien Boualem Sansal, qui est incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre pour, je cite, atteinte à l'unité nationale. L'élément qui aurait déclenché son arrestation, ce serait des propos qu'il a tenus et qui remettent en cause les frontières de l'Algérie. Et plus largement, les travaux de cet auteur sont très critiques du régime algérien. Certains de ses textes sont d'ailleurs censurés en Algérie. Alors son arrestation a suscité une vive indignation en France qui demande sa libération. A noter que son avocat a annoncé ce dimanche que Boualem Sansal, qui souffre d'un cancer, avait entamé une grève de la faim le 17 février. Il aurait pris cette décision, je cite, en raison des pressions exercées contre lui pour changer d'avocat. Troisième sujet de tension très rapidement, c'est l'affaire des influenceurs algériens. On en a déjà pas mal parlé, donc on va pas revenir dessus en détail. Mais début janvier, il y a 3 Algériens et une franco-algérienne qui avaient été interpellés pour avoir mis en ligne des contenus haineux envers la France et incitant à la violence. Parmi eux, il y en a un, Doualem, qui avait été expulsé vers l'Algérie, sauf que il a été immédiatement renvoyé en France début janvier, ce qui a dégradé les relations entre les deux pays. Et pourquoi tout cela? Eh bien, du côté de l'Algérie, on considère que cette expulsion était arbitraire et abusive, et elle avait par ailleurs rejeté les accusations d'escalade de la France. Surtout, ce qu'il faut noter, c'est que l'influenceur avait contesté en urgence devant la justice son obligation de quitter le territoire, et son expulsion, effectivement, avait été annulée début février par la justice. Les juges ont ordonné, je cite, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de son dossier d'ici à 3 mois. Et enfin là-dessus, on peut noter que, eh bien, il a comparu à Montpellier pour provocation à commettre un crime. Ça s'est passé ce lundi. 6 mois de prison avec sursis ont été requis contre lui. Et d'ailleurs, de la même façon,
Japon, un autre influenceur connu sous le nom de Zazu Youssef sur TikTok a été jugé à Brest ce lundi pour apologie d'un acte de terrorisme et condamné à 18 mois de prison ferme, assorti d'une interdiction de territoire français de 10 ans et d'un maintien en prison. Tout cela, vous l'aurez compris, a fait grimper les tensions entre la France et l'Algérie, avec l'Algérie qui ces derniers jours jugeait que certaines, en tout cas de ces expulsions, étaient selon eux arbitraires. Enfin, dernière affaire en date qui a ravivé les tensions, c'est l'attentat à Mulhouse qui a été perpétré par un Algérien de 37 ans en situation irrégulière. Ça s'est passé ce samedi. Il est soupçonné d'avoir tué un homme à l'arme blanche, mais aussi grièvement blessé 2 agents de stationnement et 5 policiers municipaux plus légèrement. Il a été interpellé peu de temps après l'attaque. À noter qu'il était inscrit au fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Il était par ailleurs sous le coup d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire français. Et c'est là où il y a aussi une tension avec l'Algérie. Il avait été condamné en 2023 pour apologie du terrorisme, mais il n'avait pas pu être expulsé en raison du refus répété de l'Algérie de lui délivrer un laissez-passer consulaire. Et un laissez-passer consulaire, c'est ce qui permet justement cette expulsion ici. Alors face à cela, que compte faire maintenant la France et que répond là aussi l'Algérie? Eh bien, ce qu'on peut noter déjà, c'est que cette situation, elle a relancé le débat autour des expulsions d'étrangers en situation irrégulière vers l'Algérie. En gros, la France reproche à l'Algérie de ne pas délivrer suffisamment de laissez-passer consulaires. Alors face à tout cela, on peut noter les prises de parole de Bruno Retailleau, qui est donc le ministre de l'Intérieur et qui prend beaucoup la parole sur le sujet, qui assume une forme d'escalade avec l'Algérie. Il souhaite aussi remettre en cause certains accords franco-algériens, notamment donc sur cette question des titres de séjour. Même type de discours du côté de Gérald Darmanin, tandis que du côté de l'Algérie, on accuse la France de monter dans une forme de surenchère. L'Algérie accuse notamment Bruno Retailleau d'être, je cite, un ministre de la haine et cynique. Il dénonce aussi, je cite, une campagne de désinformation et de mystification de l'Algérie. En tout cas, on suivra l'évolution de la situation. Ce que je peux aussi vous dire, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, on travaille sur un format long sur la question des liens entre la France et l'Algérie. On repart de l'époque de la colonisation, on évoque aussi évidemment la guerre d'Algérie et les relations depuis. L'objectif va être de mieux comprendre l'histoire des relations entre les deux pays. Je vous tiens au courant évidemment quand ce sera disponible. En attendant, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Alors que ce lundi marquait les 3 ans depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis se sont alliés à la Russie lors de plusieurs votes à l'ONU sur le conflit ukrainien. Le matin, une résolution préparée par l'Ukraine et ses alliés européens a été adoptée à l'Assemblée générale des Nations unies. Elle reconnaît l'urgence de mettre fin à la guerre cette année et demande le retrait des troupes russes du territoire ukrainien. Et donc cette résolution, elle a été adoptée par 93 voix pour, 18 contre et 65 abstentions, avec les États-Unis et la Russie qui ont voté contre. À noter que les résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU ont un rôle consultatif. Les États-Unis ont eux aussi soumis une résolution à l'Assemblée réclamant la fin rapide du conflit, mais sans mentionner l'agression russe ni l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce texte a été critiqué et modifié par plusieurs pays européens pour souligner le rôle de la Russie dans le conflit. Le texte modifié a été adopté par 93 voix pour, 8 contre et 73 abstentions. Mais le texte original des États-Unis a ensuite été soumis au Conseil de sécurité de l'ONU où il a été adopté sans modification par 10 voix pour et aucune contre. Le Conseil de sécurité est l'un des principaux organes de l'ONU. Il est composé de 15 membres dont 5 permanents qui disposent d'un droit de veto. À noter que la France, la Slovénie, la Grèce, le Danemark et le Royaume-Uni se sont abstenus lors du vote, bien qu'ils aient tenté d'ajouter une référence à l'agression russe sans y parvenir. La France et le Royaume-Uni auraient pu choisir de bloquer l'adoption du texte en utilisant leur droit de veto. En tout cas, ces votes marquent un tournant dans la politique américaine, car avant Donald Trump, l'administration de Joe Biden avait toujours soutenu l'Ukraine. Deuxième actu, et ça concerne l'affaire Betaram, une plainte pour non-dénonciation de crimes et délits visant le Premier ministre François Bayrou a été déposée ce vendredi. Cette affaire concerne l'établissement privé catholique Notre-Dame de Betaram, qui est visé par plus de 130 plaintes pour des faits de viol, d'agression sexuelle et de violences aggravées. François Bayrou est accusé d'avoir été mis au courant des faits à l'époque, notamment quand il était ministre de l'Éducation nationale dans les années 1990, sans avoir réagi, ce qu'il nie. À noter que sa femme enseignait le catéchisme dans cet établissement et que plusieurs de leurs enfants y ont été scolarisés. Cette fois-ci, selon Sud-Ouest, l'homme qui porte plainte serait un ancien élève de l'établissement qui affirme avoir été témoin durant l'année scolaire 1987-1988, je cite, d'une scène de violence alors qu'il était en études avec la fille aînée du Premier ministre. Selon lui, celle-ci a, je cite, forcément raconté la scène à ses parents. Quatrième actu, les recherches pour retrouver l'avion
du vol MH370 de Malaysia Airlines, qui avait disparu en plein vol en 2014, ont été relancés ce mardi par une société américaine d'exploration maritime. Il s'agit du plus grand mystère de l'histoire de l'aviation moderne. En fait, le 8 mars 2014, cet avion, un Boeing 777 qui devait relier Kuala Lumpur en Malaisie à Pékin en Chine, a disparu des radars avec 239 personnes à bord. Et malgré de très nombreuses recherches, l'appareil n'a jamais été retrouvé. Alors près de 11 ans après sa disparition, cette nouvelle expédition a pour objectif de poursuivre les investigations dans une nouvelle zone estimée à 15 000 km² dans le sud de l'océan Indien. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Transports malaisien. On suivra ça. 5e actu, l'interdiction de vente des puffs, ces cigarettes électroniques jetables, est officiellement entrée en vigueur ce mardi après un vote unanime au Parlement le 13 février. Concrètement, le texte prévoit de rendre illégale la vente, la distribution et l'offre gratuite des puffs. Les personnes qui enfreignent cette interdiction risquent une amende de 100 000 €, pouvant atteindre 200 000 € en cas de récidive. Avec cette loi, la France devient le 2e pays européen, après la Belgique, à interdire la commercialisation des cigarettes jetables électroniques sur son territoire. Et on termine avec cette actu qui concerne les étudiants. La plateforme Mon Master a ouvert sa phase de candidature ce mardi. Mon Master, c'est un peu l'équivalent de Parcoursup, mais pour les masters. La plateforme s'adresse donc aux étudiants qui sont déjà titulaires d'un Bac+3 ou qui sont en cours de validation. Les étudiants inscrits ont donc jusqu'au lundi 24 mars pour formuler leurs vœux. À partir de cette date-là, les universités et les établissements commenceront à examiner les candidatures. En tout, ce sont 8000 formations qui sont disponibles sur la plateforme Mon Master. Du coup, on vous le disait au début, cette vidéo intègre une collaboration commerciale avec Boursobank, qui est la banque en ligne française la moins chère en 2025, et ce pour la 17e année consécutive. En fait, cette année, en moyenne, les Français devraient payer environ 228 € de frais bancaires, soit 1,7% de plus que l'année dernière, selon une enquête de panorabank.com. Et cette hausse s'explique par plusieurs augmentations de frais, dont ceux liés à la tenue des comptes ou encore aux cartes bancaires. Mais chez Boursobank, l'avantage, c'est que vous pouvez au contraire faire des économies. Déjà, leurs clients bénéficient des tarifs parmi les plus bas du marché, notamment pour les jeunes. Par exemple, en 2024, leurs clients ont payé moins de 10 € de frais bancaires en moyenne. Ils proposent aussi des fonctionnalités, comme le fait d'augmenter son plafond en un clic via l'application, de réaliser des paiements sans frais en France comme à l'étranger, ou encore de faire des virements via un SMS. En plus, jusqu'à ce jeudi seulement, vous pouvez obtenir jusqu'à 220 € offerts pour toute première ouverture d'un compte bancaire chez eux. Les conditions s'affichent à l'écran. Alors si ça vous intéresse, le lien est en description. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors je le disais, cette semaine, on va publier notre reportage que j'ai eu l'occasion de tourner depuis les États-Unis. Rendez-vous sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, ou autrement vous avez déjà certains extraits sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. De mon côté, je vais essayer d'aller dormir un petit peu. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches. Merci pour votre confiance et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.